Aujourd'hui, on va parler d'un animal que vous avez déjà crocheté ou tricoté et qui est très connu. Aujourd'hui, je vais vous parler du mérinos. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais parler d'un mouton que vous connaissez tous, que vous avez déjà tricoté, que vous avez très probablement crocheté, c'est le mérinos. Alors, il faut savoir que le mérinos, c'est une énorme part du marché dans le monde de la laine. Alors, la laine de mouton. Je ne parle pas d'alpaga, je ne parle pas de fibres végétales, je ne parle pas de synthétique. Ici, je vais parler de mouton. Et quand vous regardez dans certains magasins, notamment des magasins connus, qui sont des magasins japonais, je vais citer Uniqlo par exemple, vous avez par exemple dans des magasins qui vendent des vêtements de randonnée, on vous vante le mérinos à tour de bras. On vous vante même le mérinos versus d'autres laines. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce stade où le mérinos c'est 50% du marché de la laine, alors que dans les faits, les têtes ne sont pas 50% des têtes de moutons qu'il y a dans le monde, en fait, si on est dans les zones de 10%. Pourquoi est-ce que le mérinos a pris un tel essor dans l'industrie du textile et tout le monde vante son utilité, sa finesse, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer ce que c'est que le mérinos, les avantages, parce qu'il y a des avantages au mérinos, et les désavantages du mérinos, parce qu'il y a aussi des désavantages au mérinos. On ne peut pas parler de l'histoire du mérinos sans parler de l'histoire du mouton. Alors je ne vais pas vous faire un grand blabla sur l'histoire du mouton, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais passer rapidement un peu sur la domestication du mouflon, parce qu'en fait le mouton est à la base un mouflon. Le mouflon, vous en trouvez encore en Suisse par exemple. C'est un animal qui grimpe, qui a une grande facilité pour être dans les montagnes. Le mouflon, un animal à cornes, brun, qui a été domestiqué par l'homme. Et on pense que ça a été le deuxième animal domestiqué par l'homme, après le chien. On pense, on n'en est pas certain. Il n'empêche qu'on a quand même retrouvé des traces de mouflons en Turquie il y a environ 10 000 ans, de mouflons domestiqués, on va dire, dans les foyers. Et on pense qu'en fait, le mouflon, donc le mouflon domestiqué, le mouton, l'ancêtre du mouton, a surtout été utilisé, un peu comme on utilise les chèvres, pour sa viande, son lait et aussi sa peau, et non pas pour sa toison. Ça viendra plus tard. Donc le mouflon, en fait, à la base, il avait un peu la même utilité que les chèvres. Donc ça, c'est l'Asie du Sud-Est. Et on constate qu'il y a des mouvements de population. On pense qu'en fait, avec les mouvements de population, le mouflon s'est déplacé. Et les premières traces de domestication et d'exploitation, si vous voulez, de la fibre de mouton, donc de la laine, sont surtout mentionnées dans les écrits antiques romains, où on constate qu'il y a déjà des fermes textiles où on exploite certaines races de moutons. On pense que vous avez un auteur romain, par exemple, qui parle de son grand-oncle qui a une ferme de moutons qu'il a croisé avec des moutons venant d'Afrique. Ce mouton-là, qui était particulièrement considéré comme un animal de luxe, avec un rapport, enfin, comment dire, c'était des animaux qu'on ne confiait pas dans toutes les mains et qui avait une fibre particulièrement fine, c'est le mouton tarentin. Ce mouton tarentin, on en retrouve des statues. Ce mouton, il était choyé, il était massé, on couvrait sa toison pour garder la propreté de sa toison. Il était lavé jusqu'à 3 fois par an. Donc ce mouton-là, le tarentin, c'était vraiment considéré comme de la fibre de luxe réservée à une certaine frange de la population. Ce n'était pas le kidam qui pouvait utiliser de la fibre de la laine de mouton tarentin, et donc on en a fait quelque chose de un peu comme on fait avec des cormeaux maintenant aux États-Unis. En fait, les cormeaux, c'est un croisement mérinos, mais qui a été développé aux États-Unis. Ils protègent les toisons, et encore, il y a aussi d'autres races de moutons, où quand on fait des concours agricoles pour juger les toisons, on protège les toisons. Donc on en était là, on protégeait, on mettait une
couverture sur le dos des moutons pour éviter que les toisons ne se salissent, parce que les moutons campaient dans la paille, dans la boue, et pour garder la laine la plus fine et la plus propre possible. Donc on en est là en fait. À l'ère romaine, les moutons, c'était le Tarentin. Puis les Romains, ils ont envahi l'Europe et ils ont été en Espagne. Et là, en Espagne, ils ont amené leurs moutons là-bas. Il faut savoir que l'Espagne n'a absolument pas la même configuration géographique que l'Italie. L'Italie, c'est relativement montagneux. Et le mouton a proliféré en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands espaces où il peut manger. Il suffit d'eau et d'herbes vertes pour le mouton pour se reproduire. Donc, les Romains ont amené ce mouton en Espagne et dans la colonie espagnole, qui a été une des premières colonies romaines, où il a proliféré, il y a eu pas mal de fermes ovines. Donc ça, c'est l'ère romaine. L'Empire romain chute, le mouton tarentin disparaît, mais le mouton espagnol ne disparaît pas. Les choses avancent, et à un certain moment, eh bien, ça a été l'époque de l'Empire espagnol musulman, c'est-à-dire que les Arabes sont venus et envahi notamment l'Andalousie, et avec ça, ils ont amené leurs moutons eux-mêmes, leurs moutons d'Afrique, et ils ont croisé ça avec les moutons de la région, qui étaient des moutons venant du mouton tarentin. D'ailleurs, le nom Mérinos vient de Mérinide, qui était une des tribus qui est venue envahir l'Espagne. On parle d'Almoravide, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'Empire ottoman et sur les Arabes qui sont venus notamment en Espagne. On retrouve encore beaucoup de traces dans l'architecture, surtout en Andalousie, de l'impact du monde arabe sur l'architecture espagnole. Donc ce mouton-là, il a suivi les populations et il a été croisé avec le mouton à l'époque. Et ce mouton-là, il avait une fibre particulière et ça a donné l'ancêtre du mérinos. Donc ce mérinos, c'est un croisement du mouton tarentin amené en Espagne, croisé avec un mouton africain. Donc, on a obtenu une fibre très très fine au fur et à mesure de la sélection génétique. Voilà, c'était le premier ancêtre du mérinos. Donc, le mérinos vient d'Espagne. Alors, comment s'est-il répandu dans le monde? Parce qu'il faut savoir que le mouton mérinos, vous en retrouvez en Europe, vous en retrouvez en Australie, vous en retrouvez en Afrique du Sud, vous en retrouvez en Amérique du Sud, vous en retrouvez en Amérique du Nord. Comment est-ce que ça en est arrivé Comment est-ce que c'est arrivé ça? Eh bien, tout simplement, c'est grâce ou à cause des empires coloniaux, dont notamment l'Angleterre. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mérinos espagnol, pendant très longtemps, c'était un crime de sortir le mérinos d'Espagne et vous ne trouviez du mérinos qu'en Espagne et pas ailleurs. C'était une fibre qui était réservée à la royauté, à l'Église et à la grande noblesse. Donc, tous les autres n'avaient pas droit au mérinos, ils avaient droit à d'autres moutons que le mérinos. Et ce mérinos-là permettait de faire des vêtements, du textile, divers et autres, pour les grands d'Espagne, en fait. Donc pendant très longtemps, c'est resté chasse gardée, un peu comme les galgos, vous voyez les chiens espagnols. On pense que en fait, le galgo a été réservé à la cour d'Espagne et il a été offert à différents rois. Et c'est comme ça que les lévriers se sont étendus, en venant du monde arabe évidemment, se sont étendus partout en Europe, d'abord en Europe. Et le mérinos a suivi la même chose en fait. Donc au début, jusqu'au XVIIIe siècle, le mérinos restait très chasse gardée. 17e, 18e siècle restait très chasse gardée. Et puis, les rois ont commencé à offrir des petits troupeaux, d'abord en Hongrie, en Pologne, en Angleterre, en Hollande, en France. En fait, en Hollande, je vous donnerai un peu plus de détails par la suite, ça a eu un impact sur la colonisation. Tout d'abord, il faut savoir que ça a été donné en Prusse, ça a été donné en Hongrie, ça a été donné en Pologne, mais ça a aussi été donné en France, à Louis XVI notamment, et ces troupeaux de mérinos, qui étaient quand même très importants par rapport aux autres mérinos qui ont été donnés à d'autres rois, il faut savoir qu'il y avait un lien particulier entre la royauté française et la royauté espagnole. Eh bien, ce mouton-là, il a été mis dans une ferme royale qui s'appelait Rambouillet, et ça fait la race Rambouillet. Donc, la mérinisation, cette mérinisation-là, le mérinos arrivé en France, ça a été d'abord Rambouillet. En France, après, on parlera de mérinisation sur Napoléon Ier, qui, lui, voulait absolument avoir une fibre pour son armée, de la laine, et étant donné qu'il était en guerre avec les Anglais, c'était compliqué. Donc,
Il a croisé pas mal de races locales, dont le Salène mérinos avec lequel j'ai travaillé. Pour diverses raisons, on a injecté du sang de mérinos dans des races locales françaises. Donc ça, c'est pour le petit détail français. Donc le Rambouillet, c'est un mérinos qui vient d'Espagne et ça a évolué, ça a pris son chemin particulier. Alors, qu'en est-il des autres royautés? Il faut savoir qu'en Hollande, il y a eu aussi des mérinos qui ont été donnés. Seulement la Hollande étant la Hollande, comme la Belgique, c'est très pluvieux et les mérinos, ils avaient quand même du mal. Hein. Franchement, ils avaient du mal avec ce temps humide. Le mérinos n'aime pas trop l'humidité. Donc, le mérinos, il a été envoyé dans les colonies. Il a été envoyé dans les colonies, notamment en Afrique du Sud. Alors, il y avait la Hollande et il y avait aussi l'Empire britannique, qui était très proche en Afrique du Sud, et il y a eu des échanges. Donc les moutons se plaisant très bien en Afrique du Sud, ils ont énormément proliféré. Donc, il y a des Britanniques qui ont pris des moutons qui étaient déjà en Afrique du Sud et qui les ont transportés en Australie. Et donc, c'est là qu'a commencé l'élevage de moutons en Australie et tout le phénomène qu'on connaît maintenant et pourquoi est-ce qu'il y a autant de mérinos en Australie. Mais à la base, en fait, le mérinos, il n'est pas venu par hasard, il a suivi pas mal de mouvements de population et ne supportant pas les temps, par exemple, anglais, mais il n'a pas été élevé en Angleterre, il est parti dans les colonies anglaises, dans les colonies hollandaises, notamment, et c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de mérinos à droite et à gauche dans le monde, parce qu'ils ont suivi les colons. Donc, en gros, c'est ça. Alors, je vous fais un résumé très rapide, parce que quand vous lisez et que vous écoutez l'histoire anglaise, que vous écoutez un peu d'histoire hollandaise, que vous écoutez l'histoire australienne, ils ont tous un peu des avis divergents sur la réelle arrivée du mérinos. Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, il y a eu du mérinos en Afrique du Sud et puis il est allé en Australie. Et en Australie, il y a un homme qui s'appelle John MacArthur, qui était un grand propriétaire terrien, qui a décidé de ne pas mélanger cette race-là à d'autres mérinos, à d'autres moutons, pas mérinos, et qui en a fait une des premières fermes à mérinos. Et ça a été un des premiers à amener la laine de mérinos sur le territoire anglais. Et là, on est en pleine révolution industrielle, c'est-à-dire que du côté de Lancashire, du Yorkshire, on a eu vraiment une industrie textile qui a évolué énormément, c'est-à-dire qu'avant tout ça, l'industrie textile, c'était quoi? C'était de l'industrie textile cottage, c'est-à-dire que les gens avaient la laine de mouton, travaillaient la laine de mouton et tissaient chez eux. Donc, c'est les fameux haricétuides, etc. On travaillait chez eux et donc ils fournissaient les tissus après à des revendeurs, à des commerçants, à des grossistes. Et donc, ça n'était pas centralisé, il n'y avait pas de grosses entreprises. Mais à un certain moment, il y a Monsieur Salt qui a décidé de développer une entreprise textile dans le Yorkshire. Je ne sais plus si c'est le Lancashire, mais pas loin de Leeds en fait. Il a décidé que là, il allait faire quelque chose et mutualiser toutes les connaissances, développer l'industrie textile. Et donc, le développement de l'industrie textile là-bas. On savait que la laine, déjà, on exploitait déjà beaucoup la laine, mais il faut savoir que la laine de mouton, à l'époque, en Angleterre, était relativement dure. Arrivent les premiers ballots de mérinos en Angleterre, et donc, on se dit, ah, pourquoi pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à exploiter le mérinos. On se rend compte que la fibre est douce, que la fibre est vraiment très sympa à travailler, qu'elle donne un résultat très joli en tissage. Et donc, ça pousse les Australiens à produire plus. Les Australiens produisant plus de mérinos en Angleterre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à un développement énorme du cheptel de mérinos en Australie, parce que c'est un pays très étendu, avec énormément de zones, encore maintenant, hein, tout n'est pas ultra peuplé comme en Europe, et donc le mouton, il a beaucoup d'espace pour se développer, et ils amenaient le mérinos en Angleterre, qui était travaillé en Angleterre. D'ailleurs, les berceaux textiles d'Angleterre restent encore présents, même s'ils ont eu un grand coup dans l'aile, comme le bassin textile en France et comme le bassin textile en Belgique, à cause de l'avènement de la pétrochimie. Et donc, il y a eu une perte énorme de vitesse au niveau de l'industrie de la laine, au moment où la pétrochimie est arrivée sur le terrain, juste après la guerre 40-45, où, je n'ai pas besoin de vous faire refaire l'histoire, on en arrive à abandonner la laine, parce que la laine a des fragilités, et on en arrive à utiliser de la pétrochimie. Maintenant, on est un peu en train de rétropédaler, et de se rendre compte que la laine, elle a énormément d'avantages, et que la pétrochimie, c'est peut-être pas si top que ça. Donc, voilà un peu
dans quel contexte se place le mérinos? Alors le mérinos, eh bien, depuis très longtemps, on a fait une sélection génétique sur cet animal et on visait toujours à avoir une fibre de plus en plus fine. Il faut savoir que, par exemple, un un Blueface Leicester, ça va être du 25 microns à 30 microns. Alors, plus on tire vers 30, plus on a une laine très épaisse, rude, sèche, rustique. Plus on tire vers le bas, donc plus on va tirer vers 16, 14, 12, on en arrive à des fibres très douces. Je vous ai fait une vidéo sur les fibres, notamment de chameau, de cachemire, etc., de vigogne, qui sont des fibres très très fines. Le mérinos n'en arrive pas là, mais on a des mérinos qui arrivent quand même à du 16 microns. C'est rare, mais ça arrive, notamment du mérinos italien. Ce mérinos-là, c'est ce qu'on appelle du super fin. Mais le mérinos, ça peut être de 16 à 25 microns. Donc, c'est pas parce que c'est mérinos que ça veut dire que c'est doux. Voilà, il faut savoir que c'est une question de sélection génétique et que dans les troupeaux, on peut avoir des mérinos très fins et du mérinos beaucoup plus épais. Donc mérinos n'est pas gage de douceur, déjà, il faut le savoir. Et puis, il faut savoir aussi qu'en fonction de l'animal, sur l'animal, toutes les parties de l'animal ne sont pas exploitables de la même manière. Le poil des pattes, le poil du torse, le poil de l'arrière-teinte sont beaucoup plus épais que le poil du dos. Donc quand on trie, il faut trier en fonction et enlever les parties abîmées, les parties plus épaisses parce que ça n'apporte rien à la fibre et la façon dont on va sélectionner la fibre. Oui, la toison, la fibre en effet, la laine. Donc plus vous triez correctement et bien, plus vous aurez une fibre qui sera équilibrée. Donc voilà, tout ça c'est une question de sélection génétique. Le mérinos, donc, il a vraiment été exploité pour obtenir quelque chose de fin, parce que c'était le but en fait. Le but c'était vraiment de créer une toison de plus en plus fine, beaucoup plus fine que toutes les fibres qu'on trouve sur le territoire anglais, qu'on trouvait en France, notamment, je vous l'ai dit, le Blueface Leicester, le Lincolnshire, le Wensleydale, etc., etc. Alors ça ne veut pas dire que ces laines-là ne sont pas intéressantes, mais ça veut dire que le mérinos en lui-même, il a pris une énorme part de marché parce qu'on a convaincu tout le monde que c'était une laine excessivement douce, ce qui est vrai, mais pas pour tous, et pas pour toutes les fibres. Donc voilà un peu en gros ce que c'est que le mérinos. Alors c'est un mouton qui est relativement haut, dont on se sert pour manger. Enfin, on mange de la viande de mérinos, il ne sert pas qu'aux toisons. Et on exploite beaucoup sa laine. Et donc en Australie, il y a quelque chose comme 67 millions de têtes de mérinos qui sont exploitées, qui sont tondues. Alors exploitées non pas dans un sens négatif, mais qui sont tondues pour emmener de la fibre dans les industries textiles, alors que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit en Europe, on en est encore à un stade où on fait venir du mérinos d'Australie. Les teinturières qui vous vendent de la laine, souvent le mérinos vient soit d'Australie, soit d'Amérique du Sud. Ce n'est pas nécessairement du mérinos français ni du mérinos espagnol. Il faut savoir que la race espagnole reste, la race française, le mérinos d'Arles par exemple, les mérinisations qu'il y a eu restent, mais ça reste quand même à tout à fait une autre quantité que ce qu'on trouve sur le marché australien qui est majoritaire dans le monde du textile. Donc pourquoi est-ce que cette laine est la plus utilisée? Eh bien, vous l'auriez compris. Pourquoi? Parce qu'elle est douce. Voilà, elle est douce et parce qu'elle est présente énormément sur le marché. Parce que la demande ayant fait l'offre, eh bien, on a énormément développé le mérinos et les Australiens, ils y sont allés parce que c'est une part majeure de leur marché. J'ai expliqué pourquoi ils étaient passés au mérinos superwash. C'est pour un peu contrarier l'explosion et contrer l'explosion de la fibre synthétique parce qu'il n'y a rien à faire. La fibre animale, dont notamment surtout le mouton, ça feutre. Tous ne feutrent pas de la même manière, mais ça feutre. Et donc, comme ça feutre, au niveau entretien, c'est plus difficile. Vous savez, avènement de la machine à laver, de laver plein de choses, toute la commercialisation, la marchandisation qu'on a fait dans les années 50 sur les machines à laver, sur l'entretien du linge, sur les choses faciles à repasser, eh bien, ça, c'est l'industrie du plastique qui a grignoté un peu les parts du marché de l'industrie de la laine et donc du mérinos. Et donc, forcément, les Australiens, ils ont contrecarré ça parce que eux, c'est leur
produit majeur, ça fait une grosse partie de leur produit national brut, eh bien ils ont contrecarré ça en faisant du mérinos superwash, en poussant un petit peu les choses, et bon voilà, malgré qu'ils ont quand même pris un coup dans l'aile, il faut savoir ça. Donc eux, ils ont continué à développer, à travailler génétiquement leurs bêtes, ce que nous, on a beaucoup, beaucoup moins fait. Donc on a gardé des mérinos qui sont peut-être un peu moins fins, ça dépend encore desquels, ça dépend parce que toutes les races de mérinos, il y a des mérinos qui on a fait attention à la toison, mais ça reste beaucoup plus intime, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus une petite, comment dire, une petite... plus un mérinos de niche, on va dire, que le mérinos australien que vous allez retrouver chez beaucoup de teinturières dans la majorité des fils synthétiques, enfin pas des fils synthétiques, mais des fils industriels que vous allez trouver sur le marché. Donc voilà, le mérinos, pourquoi il est utilisé? Parce qu'il est très fin et parce qu'il est majoritaire sur le marché. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un mérinos très fin, ça a un impact sur le fait de porter. C'est parce qu'on porte plus facilement un mérinos très fin et très doux, à même la peau, qu'on va porter un Blueface Leicester, qu'un Wensleydale, qu'un Lincolnshire, qu'un Nestalen Mérinos, ou peu importe. C'est vraiment une question de sensibilité. Il faut savoir que à partir de 20 microns, 19 microns, nos récepteurs au niveau de la peau ne sentent plus la douleur. Alors, de la finesse de la fibre, hein. Donc, vous n'avez pas de petits signaux d'alerte. Ces petits signaux d'alerte, c'est que ça me gratte. Et si vous n'avez plus ça, eh bien, vous pouvez porter ça à même la peau. Donc, c'est pour ça qu'un mérinos excessivement fin va vous paraître très doux, parce qu'en fait, votre peau ne va pas le sentir. La fibre de mérinos aussi, il faut savoir elle a une particularité elle est particulière par rapport à d'autres moutons, c'est qu'il y a énormément d'ondulation. Vraiment énormément d'ondulation sur cette fibre-là. Elle est très fine et donc on va avoir un fil qui est très doux, très fin, beaucoup plus aérien qu'un fil type Wensleydale ou Blueface Leicester. Un des gros désavantages de ce genre de fil, avec énormément de crimp, ce qu'on appelle le crimp, et énormément d'ondulation et énormément d'écailles, parce qu'il y a beaucoup plus d'écailles sur le fil de mérinos qu'il y a sur un Blueface Leicester, je vais parler de choses que vous connaissez, eh bien c'est que, ça feutre beaucoup plus facilement, ça bouloche aussi beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus fragile qu'un Blueface Leicester. Donc le mérinos, c'est génial à porter à même la peau, mais ça ne va pas avoir les mêmes usages que Blueface Leicester. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser du mérinos sur votre peau, parce que le mérinos va être très doux pour vous, surtout si vous êtes sensible. Mais par exemple, si vous utilisez des chaussettes, il faut savoir que des chaussettes en pur mérinos ne tiendront pas le coup par rapport à des chaussettes en pur Blueface Leicester. Pourquoi? Parce que le Blueface Leicester, c'est une fibre plus épaisse, plus longue, avec moins d'écailles, beaucoup plus lustrée, et donc résiste mieux au frottement que le mérinos. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que dans ses grands avantages, c'est que comme il ne gratte pas, elle est beaucoup plus confortable. Il ne gratte pas. Alors, c'est une question de sensibilité, on est bien d'accord. Vous pouvez tout à fait porter quelque chose en dessous de votre pull en X ou Y laine de mouton et vous ne sentirez pas que ça gratte. C'est quand c'est à même la peau que ça peut gratter. Et encore, c'est une question de sensibilité. Mon fils, il porte des lopis en Listex et ça ne le gêne pas. Et Listex de la lopi, en fait, de la laine islandaise, ça ne lui pose pas de problème. Donc c'est vraiment une question de sensibilité. Mais par exemple, pour des sous-vêtements ou pour les vêtements, les sous-vêtements qu'on met, les randonneurs mettront, les slips, parce qu'il existe des slips en mérinos, ou les vêtements de bébé, ça a un gros avantage, le mérinos, par rapport à une fibre plus épaisse. Mais donc vous pouvez tout à fait imaginer, si vous voulez avoir chaud, mettre des sous-vêtements en laine et mettre votre pull en Blueface Leicester ou en Dieu sait quoi, qui ne sera pas à même la peau. Et je vous le dis, c'est encore une question de sensibilité. Comme vous pouvez tout à fait envisager de dire, vous n'êtes pas spécialement sensible sauf le cou, vous pouvez tout à fait envisager de faire votre pull en une fibre X ou Y et doubler le col avec une fibre plus fine. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des mérinos, vous pouvez prendre du cachemire, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Il y a des fibres plus fines que le mérinos. Donc, il a cet avantage-là. Mais à côté de ça, il a exactement les mêmes avantages que n'importe quelle laine, c'est-à-dire qu'il isole bien de la chaleur, il est hydrophobe et hydrophile, c'est-à-dire qu'il gère très bien les transferts d'humidité entre l'homme et l'extérieur, donc il va faire une couche de chaleur. Il est antibactérien, comme n'importe quelle laine, en fait, animale, non traitée, elle sera antibactérienne, ça isole bien, ça résiste bien au feu, c'est pour ça que les pompiers, j'ai fait une vidéo sur le sujet, utilisent de la laine, et beaucoup surtout de la laine mérinos,
parce que ça les isole mieux qu'une fibre synthétique qui risque de fondre. Donc la laine animale a vraiment des avantages très certains. Alors, quid au niveau santé? On va parler santé. Alors, il faut savoir que de manière surprenante, j'ai découvert ça relativement récemment. Je connaissais déjà les bien-être du tricot et ce genre de choses, mais il y a un réel impact santé sur portée de la laine et notamment de la laine de mérinos. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, comme elle est très fine, si vous arriviez à trouver une laine X qui est aussi fine que le mérinos, ça ferait le même effet. Mais là, on va parler du mérinos, puisque je le dis, c'est celui qui est majoritairement sur le marché. Quand on en arrive à utiliser du mérinos super fin, en dessous de 20 microns, en dessous de 19 microns, ça a un réel impact. Vous ne sentez plus la douleur. En fait, on constate, il y a des études qui prouvent que les personnes qui sont des grands eczémateux, les enfants qui ont des problèmes d'eczéma, ont un bénéfice certain apporté du mérinos par rapport au coton et à la soie. On constate que le coton et la soie apportent un confort, mais n'apportent pas de bénéfice. En fait, ce qui se passe, c'est que non seulement le mérinos est très fin et quand vous le portez à même la peau, ça ne vous incite pas à vous gratter. Si vous vous grattez, bien, ça aggrave les choses. Dans le cas de l'eczéma, c'est ce qui provoque les infections, le prurite, etc. Mais ce qui se passe, c'est que comme la laine est hydrophobe et hydrophile, elle maintient un niveau d'humidité idéal au niveau de la peau. Et un des gros problèmes de l'eczéma, c'est quoi? C'est la sécheresse. Et donc, en faisant ça, c'est un allié majeur pour les personnes qui ont des problèmes d'eczéma. Pourquoi? Parce que vous savez tous que si vous avez de l'eczéma, il faut vous crémer. Eh bien, en portant du mérinos, vous garderez un équilibre au niveau humidité et il y aura une amélioration. Alors, ça ne fait pas tout, c'est bien d'accord. Il y a certains stades où il faut passer à la cortisone, il y a des stades où il faut se crémer tout le temps, mais porter du mérinos apporte énormément à la peau par rapport au coton et à la soie. Ne parlons même pas du synthétique, parce que le synthétique, c'est une catastrophe, mais pourquoi pas porter du mérinos? En plus, on constate que ça régule bien la température. La preuve, c'est que dans des pays désertiques, on parle du Sahara, ils portent du mérinos, ils portent de la laine et non pas de la soie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça gère excessivement bien la température. Quand il fait très chaud, ça permet de respirer. Quand il fait très froid, ça leur donne chaud. J'ai déjà expliqué plein de fois l'effet du passage de l'humidité, de cette couche, de ce tampon qu'on crée en portant de la laine. Eh bien, avec le mérinos, vous avez ça aussi. Donc, vous avez une gestion de la température et de l'humidité au niveau de la peau avec la laine, quelle que soit la laine, hein, vous avez ça. Donc vous aurez ça. Dans le cas des eczémateux, comme la peau est très fragile, il vaut mieux porter une laine très fine. Donc moi j'ai trouvé ça sur des études au niveau du mérinos. Il se peut, et je n'en sais rien, parce que là je spécule complètement, parce que ça n'a pas été prouvé, mais vous pouvez avoir cet effet-là aussi avec certains alpagas très fins, qui ne vont pas piquer du tout, et qui gardent aussi cette humidité, cette chaleur-là. D'ailleurs l'alpaga en général, la fibre étant creuse, on a plus chaud. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cet effet chaleur, en fait, ce maintien d'une température idéale qui a un impact sur les personnes qui ont des problèmes de douleurs chroniques. Et on a constaté, notamment il y a une étude, toute petite étude qui a été faite sur des personnes qui avaient des problèmes de fibromyalgie, donc la fibromyalgie qui se caractérise par des douleurs partout sur le corps et des gros problèmes de sommeil, etc. On a constaté que porter du mérinos améliorait la sensation et l'impression d'avoir moins de douleur. Alors ça reste une toute petite étude, ça reste à infirmer, mais on aurait un impact sur la gestion de la douleur avec le port de la laine et notamment du mérinos, parce qu'on s'est axé surtout sur le mérinos. Il y a ça au niveau des problèmes des gens qui ont des problèmes articulaires et on a aussi ça sur les gens qui ont des problèmes de circulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de porter des chaussettes en laine gère l'humidité et permet d'avoir plus chaud. Et donc, quand on a des problèmes de circulation, on a souvent des problèmes de froid aux pieds, on ne s'agère pas bien. Quand on a des problèmes de diabète, le fait qu'il y ait de l'humidité, c'est pas top parce qu'on risque de développer des problèmes d'infection. Donc, la laine apporte énormément aux personnes qui ont des pathologies type polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme tout court, fibromyalgie, problème d'eczéma, problème de psoriasis, problème de diabète, notamment avec les infections, le fait de porter de la laine apporte un bénéfice au niveau de la peau à cause de sa capacité hydrophile et hydrophobe et en plus antibactérienne, parce que je l'ai déjà expliqué, la laine est antibactérienne par rapport aux fibres synthétiques. En fait, les odeurs ne restent pas, la transpiration n'a pas l'occasion de développer des bactéries et donc ça ne sent pas, parce que qu'est-ce qui fait qu'on
qu'on sent quand on transpire, c'est quand vous avez une macération qui est un développement de bactéries. Donc voilà en gros ce qu'apporte le mérinos. C'est surtout les études se sont basées sur le mérinos et pas sur la laine, mais on peut transposer ça à la laine parce que la fibre de mérinos c'est de la laine, hein. Elle n'est pas miraculeuse par rapport aux autres, elle est juste beaucoup plus fine. Vous pouvez transposer ça sur de la laine tout court. Et si vous êtes capable de supporter de la laine de Blueface Leicester, parce que je parlais de mon Blueface Leicester au pied, portez du Blueface Leicester, vos chaussettes dureront plus que celles en mérinos. Par contre, vous avez des problèmes d'eczéma et vous devez porter un sous-pull, un pull chaussette, porter du mérinos, vous aurez moins tendance à vous gratter que si vous portez du Blueface Leicester. J'en arrive à l'allergie à la laine. Est-ce que ça existe? En fait, non. Apparemment, l'allergie à la laine n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la laine, c'est la même structure que vos cheveux et vous n'êtes pas allergique à vos cheveux, ni à vos ongles. En fait, il y a une méta-analyse qui a été faite. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on rassemble plein d'études sur, je pense, c'était 50 ans et on n'a jamais trouvé qu'un seul cas, un seul et unique cas d'allergie à la laine. Ce qu'on présuppose, c'est que c'est plutôt une allergie à la lanoline plutôt qu'à la laine. La lanoline, et encore, il y a eu très peu de cas recensés de personnes allergiques à la lanoline. Et maintenant, on en est à un process tel qu'il reste relativement peu de laines qui sont comment dire, où il y a encore de la lanoline, à part des laines rustiques, on n'a plus vraiment beaucoup de lanoline en présence de la laine. Et donc les allergies à la laine et à la lanoline restent relativement rares. L'allergie à la laine n'existe pas, ou peu, ou c'est des cas exceptionnels. Donc en général, quand on se dit allergique à la laine, c'est qu'on ne l'est pas, c'est qu'on est sensible à la laine, c'est pas la même chose que de l'allergie. L'allergie, c'est une réaction qui provoque, c'est une réaction immunitaire. La sensibilité, on va avoir une réaction inflammatoire, par exemple, à cause du frottement, ce qui ne va pas être le cas quand on est allergique. Allergique, c'est vraiment immunitaire et ce n'est pas à cause du frottement ou ce genre de choses. Donc, je vous ai fait un tout petit panel sur le mérinos. Donc, vous pourrez choisir votre laine en fonction de ce que vous avez envie, parce qu'il faut savoir que le mérinos, c'est une fibre géniale, mais qui n'a pas que des avantages. Elle est molle, c'est une fibre molle, je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de crimp, beaucoup d'ondulations. Il n'y a rien à faire, c'est beaucoup plus mou qu'une fibre comme du Shetland, encardé, enfin voilà, vous avez une fibre qui est beaucoup plus molle, qui est due à sa structure, au fait qu'on a fait une sélection génétique pour la finesse du poil. Vous avez ça, c'est quand même beaucoup plus mou qu'un Shetland, qu'un Blueface Leicester. C'est moins résistant, ça feutre beaucoup plus facilement puisqu'il y a beaucoup plus d'écailles. Donc, il n'y a pas que des avantages au mérinos, il n'y a rien à faire. Un mérinos surtordu en 8 brins, par exemple, vous aurez beaucoup plus de poids, ça va être beaucoup moins avantageux qu'un fil cardé en Blueface Leicester. Alors, je disais tout et n'importe quoi, mais en Blueface Leicester, Shetland ou que sais-je, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc, c'est pas le mérinos versus toutes les autres laines. Il faut apprendre à gérer et à choisir sa laine en fonction du projet que l'on veut faire et de ce qu'on a envie de porter. Si vous portez à même la peau, que vous êtes sensible, pas nécessairement un pull, mais je sais pas moi, un top ou un pull chaussette, vous pouvez tout à fait le faire en mérinos. Si vous n'êtes pas sensible, vous n'êtes pas obligé de le faire en mérinos. Donc, il a énormément d'avantages le mérinos, mais il ne faut pas oublier qu'il est très avantageux. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact certain de la quantité de mérinos disponible sur le marché. Il n'y a pas que le fait que c'est de la fibre fine, il y a aussi le fait que c'est une grosse majorité, c'est 50% de la production textile au niveau laine dans le monde entier. Donc voilà, petite conclusion, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors j'ai fait brosser rapidement pour ne pas faire trop long parce qu'on est en période de fête et il ne fallait pas faire trop scolaire, on va dire. Et donc j'avais juste envie de vous parler du mérinos parce que ça fait un petit temps que ça me trottait dans la tête. N'oubliez pas que j'ai une vidéo sur le mérinos superwash parce que le mérinos superwash, le mérinos c'est génial, mais quand il est superwash, il perd quand même pas mal de ses qualités. N'oubliez pas non plus que j'ai fait pas mal d'autres vidéos sur les fibres végétales qui ont aussi plein d'avantages, sur les fibres animales autres que le mouton qui ont aussi plein d'avantages. Donc vous avez un monde pour découvrir les fibres animales. Il y a les fibres biosynthétiques, il y a les fibres synthétiques. Allez-y, explorez. À samedi prochain.